m'appelle Henri Delhomelet. Et aujourd'hui, je suis un vieillard. J'ai presque 87 ans. Et c'est en mai 1944, à l'âge de 9 ans et 10 mois, après avoir lu un livre qui s'appelle La guerre du feu, de Rosniéné, que j'ai décidé d'être préhistorien. Alors moi, je suis Marie-Antoinette Delhomelet. Alors moi, j'étais intéressée par la médecine, mais j'ai rencontré un préhistorien qui m'a emmené voir ces grottes. Et j'ai été intéressée par les découvertes qui se passaient dans les grottes, les ossements et en particulier les restes humains. Donc j'ai eu la chance de travailler sur les restes humains. D'abord la pathologie des restes humains, puisque j'avais une formation de médecin. Et ensuite, j'ai été intéressée par l'évolution humaine, c'est-à-dire la transformation morphologique de ces os depuis les formes très anciennes jusqu'à maintenant. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai fait une thèse de sciences et je suis rentrée au CNRS. Et toute ma vie, j'ai pu travailler à la recherche des hommes fossiles et de leur évolution. Oui, c'était parce que ma femme s'était aperçue très vite que d'étudier des hommes fossiles, il y avait moins d'urgence que d'étudier des malades vivants. Alors c'est le 22 juillet 1971, à 15h de l'après-midi, qu'un des fouilleurs sur le chantier, c'est Robert Bandy, m'appelle et il me dit « Je crois que c'est une dent humaine ». 22 juillet 1971 à 15h. C'est une date que je ne pourrai jamais oublier. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai 4 enfants et 13 petits-enfants. 4 enfants et 13 petits-enfants. Je considère que c'est mon 5e enfant. Alors, on a découvert d'abord une première dent. On a vu que c'était une dent humaine. Puis quelques heures après, on a trouvé une deuxième dent. C'était une première molaire et une deuxième molaire supérieure gauche. C'était extraordinaire. Et elles avaient l'air en connexion anatomique. Et on s'est dit peut-être qu'il y a la suite. Et ça, elles ont l'air en connexion anatomique, elles sont bien en place. Creuser un petit peu à côté pour voir s'il n'y a pas les molaires droites. Et en effet, quelques jours après, car c'est une brèche très dure, un ciment très important, on a mis en évidence la 3e molaire, une dent de sagesse, la 3e molaire supérieure droite, puis la 2e supérieure droite. Et puis la première supérieure droite qui était un peu cassée. Alors on s'est dit, elles étaient une distance de quelques centimètres, on dit c'est sans doute un crâne en place. Alors il faut continuer à creuser, et on va creuser entre les deux dents. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait le palais. Alors c'est Marie-Antoinette, mon épouse, qui a repris la fouille et qui a repris le dégagement avec une fraise de dentiste. Et on allait très doucement parce que c'était très dur, c'était une brèche compacte. Et finalement, on a dégagé petit à petit le maxillaire, ce côté-là, le maxillaire supérieur droit. Et puis on a vu qu'il y avait l'occipital, qu'il y avait le jaune, et on a fini de dégager. Mais il a fallu presque un mois pour le dégager. On l'a dégagé, mais parallèlement, on dégageait aussi le sol d'occupation sur à peu près une surface d'environ 1 mètre carré. Et sur cette surface, il y avait du bœuf musqué, du mandibule de rhinocéros, et à quelques centimètres, une mâchoire de lion. D'ailleurs, c'était extraordinaire, c'est que dans la cône de l'Aragon, on a fait des calculs de corrélation, presque toujours, à côté des restes humains, il y a des restes de lion. Et c'est notre collaboratrice, Béatrice Olivieri, maintenant elle s'appelle Olivier Vernet, qui a fait le dessin de ce sol d'occupation. Puis, le jour où on devait l'enlever, c'était le vendredi 13 août 1971, c'est-à-dire presque un mois après la découverte. Le jour de ma fête d'ailleurs, qu'on l'a enlevé. Et on avait le professeur Jean Vivetot, qui était alors président de l'Académie des sciences, est venu sur place pour assister à l'enlèvement de ce crâne. Alors, ma femme a fini de le dégager en sa présence et Jean-Pierre Beau, un de nos collaborateurs, a réalisé parallèlement un film qui est présenté ici et
elle a transmis ce crâne à M. Piloteau. Et il y avait aussi M. Jean Plat, qui était le maire d'Haute-Tavel, qui est venu assister, et de nombreux chercheurs et personnalités scientifiques qui étaient présents lors de l'enlèvement. Alors, le problème qui s'est posé immédiatement, c'est de savoir à quel groupe il appartenait. Est-ce que c'était un Néandertalien? La plupart des chercheurs de l'époque, les paléanthropologues de l'époque, nous disaient que c'était un Néandertalien. Nous avons eu la chance, quelques années après, de trouver à 3,50 m de distance un pariétal humain. Ce crâne, à l'époque, il n'y avait pas de musée à Haute-Tavel, où il n'y avait qu'un petit musée. Je suis allé le chercher dans ce coffre-fort dans notre laboratoire à Marseille. Et lorsque le pariétal a été descendu en bas, nous l'avons présenté au frontal et on s'est aperçu que c'était le même individu. Et vous voyez, il y avait une carène, une crête temporale très importante, très marquée, qui déjà est beaucoup plus importante que celle des Néandertaliens. Vous voyez ici un crâne de Néandertalien, il n'y a pas de crête temporale, ou très peu, il y en a une bien sûr, mais elle est très faible, très légère, comme chez l'homme moderne. Alors que chez les Homo erectus, vous savez ici, un crâne d'Homo erectus, la crête temporale est très forte. Elle sert d'attache pour un muscle masticateur qui s'accroche sur les mandibules. Donc ça veut dire que ces individus avaient une mastication très forte et qui devait être nécessaire pour consommer des aliments très résistants, en particulier même la viande, puisque l'homme de Haute-Tavel ne connaissait pas le feu, donc il consommait tous ces aliments crus. Alors nous avons eu la chance dans le laboratoire d'avoir des collaborateurs précieux, et en particulier Gaspard Guibert, qui a fait, à partir de scans, une reconstitution du crâne. Et vous voyez ici la reconstitution du crâne de l'homme de Haute-Tavel, le frontal original, le pariétal original, et ici c'est un moulage. Un moulage, et évidemment, c'est un Homo erectus. D'ailleurs, on le compare avec le crâne de l'Homo erectus officiel, trouvé à Sangiran, en Indonésie. Vous voyez qu'ils sont tous les deux très proches. Et vous voyez, vu de dessus, et comme ils se ressemblent. Alors il y a des petites différences, très petites, mais c'est la variété humaine, la variabilité. Et aussi bien qu'aujourd'hui, nous l'appelons, mon épouse, qui est un paléanthropologue, avec la collaboration de la plupart des chercheurs du monde entier, l'appelle Homo erectus, mais comme il est un peu différent des Homo erectus africains, on dit un Homo erectus européen. Et familièrement, nous l'appelons Homo erectus totavelensis. Mais il est bien connu, d'ailleurs dans beaucoup de lycées, de collèges et par le grand public, sous le nom d'homme de Haute-Tavel. Alors, nous savons son âge. L'Homo erectus totavelensis est très proche des Homo erectus du monde entier, de Java, de Chine, d'Afrique, comme l'homme de terre de Chine. Et il est très différent des Néandertaliens. Vous voyez qu'un crâne néandertalien est bien rond, bien sûr que sa crête temporale est très légère, que son rétrécissement post-orbitaire, c'est-à-dire en arrière du torus sus-orbitaire, est très réduite, alors que sur l'homme de Haute-Tavel, comme sur les Homo erectus, l'écartement interorbitaire est très important. Alors, à la suite d'un chercheur anglais, qui est directeur du laboratoire ou qui a été directeur du laboratoire d'anthropologie du British Museum, il a été appelé Homo erectus heidelbergensis. Mais en fait, sous ce nom, il voulait regrouper les fossiles européens antérieurs à l'homme néandertal. Car nous avons la chance à Haute-Tavel d'avoir 5 mandibules d'Homo erectus, nous l'avons comparé à la mandibule de Moher, qui a été appelée par Schettensack, mais c'est pas lui qui l'a découvert, c'est un ouvrier, Homo heidelbergensis. Mais quand on regarde la mandibule de Moher et les mandibules et les ossements qui sont trouvés dans les alluvions du Neckar sous-jacents, ils sont très différents. Alors, la grande différence entre Moher et Heidelbergensis et l'arago, c'est par exemple la longueur, l'importance de la mandibule. À l'arago, la face est très projetée en avant, et donc on a une mandibule qui est elle aussi très longue pour s'adapter. Je vais vous montrer l'exemple. On va mettre la mandibule de l'arago dans son articulation, et voilà, elle s'adapte très bien au prognatisme du crâne.
parce que la face est projetée en avant. Si j'essaie de mettre la mandibule de Moher, vous allez voir, je la mets dans son articulation, vous voyez, elle ne s'adapte pas, elle est plus courte. Or, le raccourcissement des mandibules, on l'observe, ça fait partie de l'évolution humaine, on a une réduction de la face qui est moins projetée en avant au cours du temps, et la mandibule, elle n'a pas besoin d'être aussi longue, elle va être plus courte. Et ce raccourcissement même va se faire dans la partie antérieure, si bien qu'on va avoir comme un aplatissement en avant, comme si on avait donné un coup de poing à la mandibule de Moher. Alors que l'arago, sa mandibule est très longue, elle est harmonieusement convexe en avant. Donc vous voyez la grande différence, et cette différence, mandibule courte, frontalisation de la partie antérieure, donc la rangée des dents sera plus courte aussi, les dents seront plus petites, annonce les Néandertaliens. C'est-à-dire que les Néandertaliens ont, eux aussi, puisqu'ils sont plus récents que l'homme de Totavel, une mandibule plus courte. On a moins besoin d'avoir des grandes dents, une grande mandibule pour mastiquer et consommer tous ces aliments crus que l'on a autour de l'homme de Totavel. Et actuellement, si vous prenez une mandibule actuelle d'un adulte actuel, la différence est encore plus grande, puisque nos mandibules sont de plus en plus courtes, si bien que la troisième molaire, que l'on appelle la dent de sagesse, n'a pas de place pour s'installer sur l'arcade alvéolaire. Et souvent, on est obligé de l'enlever parce que c'est très douloureux, ou alors elle ne sort pas. Bienvenue dans la salle des coffres où sont conservés les restes humains originaux fossiles des hommes de Totavel qui ont été découverts dans la cône de l'Arago. Donc on va vous présenter à deux ces restes humains pour cette journée particulière. Amélie. Voilà, moi je suis Amélie Vialet, je suis maître de conférence en paléanthropologie au Muséum national d'histoire naturelle et rattachée à l'équipe de recherche de Totavel. Et donc je suis Tony Chevalier, ingénieur d'études à l'Université de Perpignan et rattaché avec Amélie à l'équipe de Totavel pour les études des hommes anciens. Donc je vais ouvrir le coffre. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Donc on a préparé une étagère avec certains restes qu'on voudrait vous présenter, qui sont des marqueurs de ce que nous avons pu découvrir ici à Totavel. Donc d'abord, le plus connu, on va dire. Donc Amélie Vialet, qui est spécialiste du crâne, je vais laisser vous le présenter. Voilà, parce qu'il s'agit du spécimen qu'on appelle Arago 21 et qui est une face assez complète de voilà, ces hommes de Totavel d'il y a 450 000 ans. Alors c'est assez rare en fait d'avoir des faces dans le registre fossile, elles sont fragiles donc elles ne sont pas toujours conservées et pourtant c'est très très informatif et là en l'occurrence l'homme de Totavel nous donne l'occasion d'avoir ce face à face avec ces probables ancêtres des Néandertaliens ou en tout cas pré-Néandertaliens datés donc on l'a dit de 450 000 ans. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette face? Des caractères qu'on ne voit plus sur les faces d'Homo sapiens comme nous, à savoir par exemple ici un front qui est assez aplati par rapport au nôtre, et puis ce qu'on appelle un torus supraorbitaire, c'est-à-dire un petit bourrelet osseux au-dessus des orbites qui a fusionné, enfin les différents éléments constituant l'orbite ont fusionné. Ça c'est une caractéristique assez archaïque qu'on connaît chez les Homo erectus par exemple. Et puis on voit une face ici qui est assez finalement projetée vers l'avant, surtout dans sa partie basse. Et ça, c'est une caractéristique qu'on verra très développée, par exemple chez les Néandertaliens, mais à la fin de leur histoire, autour de 50 000 ans. Voilà, donc une combinaison un petit peu de caractères assez primitifs et puis des caractères qu'on dit un petit peu plus dérivés, c'est-à-dire qu'on les trouvera chez des fossiles plus récents. On peut regarder les dents aussi, parce qu'on a parlé de l'âge géologique, on va dire, 450 000 ans. Tout à fait. Mais il a un âge biologique. En effet, donc ici les molaires sont préservés sur cet individu. On voit que la troisième molaire est sortie et que donc il s'agit d'un adulte, mais probablement un jeune adulte ici. Les autres sont d'ailleurs assez usées. On voit que ces dents, elles ont une certaine dimension quand même. Elles sont plus grosses que les nôtres, finalement. Voilà l'essentiel. Est-ce qu'on peut préciser, pour peut-être le grand public, c'est quand on voit les alvéoles bien ouvertes, ça nous signale que cet homme avait ses dents quand il est mort. À l'exception d'une, ici, qui a dû tomber pendant sa vie, et l'alvéole s'est résorbée. Donc toute une histoire taxinomique, biologique sur ces hommes.
Voilà, donc ça c'est le spécimen peut-être le plus emblématique, hein, encore une fois, puisqu'il s'agit d'une face fossile, qu'elles sont rares et qu'elles nous représentent bien ces hommes du passé, mais on a aussi plusieurs mandibules, donc plusieurs mâchoires. Alors ça, qui sont raccordées à l'histoire d'Homo heidelbergensis, qui a été définie à partir de l'homme de Moher, sur une mandibule. Donc l'espèce, pour savoir à qui appartient l'homme de Totavel, doit avant tout être comparée avec les mandibules. Donc là on a deux belles mandibules. Ici, je vous les pose devant. Et on a trois autres éléments de mandibule aussi également très bien préservés. Alors je vais rebondir juste sur l'âge, pour vous montrer que celle-ci aussi, il y a la dent troisième molaire, qu'on appelle la dent de sagesse, qui est sortie. Donc ça affirme son stade d'adulte. Elle n'est pas usée, donc c'est un jeune adulte. Alors savoir précisément quel âge il avait, ça c'est une autre histoire. Mais on sait que c'est un jeune adulte. Et pour cette mandibule-là, les dents sont très usées. Donc, je dirais à la louche, on peut estimer peut-être qu'il avait plus de 40, 45 ans, voire plus de 50 ans. Voilà, mais c'est difficile d'avoir un âge très précis. Et là, on voit bien la dimension des dents, hein, surtout de ces molaires, surtout de cette deuxième molaire, hein, qui est très très importante par rapport, peut-être même à cette deuxième mandibule, mais aussi par rapport à Homo sapiens, par rapport à nous, bien évidemment. Il y a une réduction de la taille des dents qui s'opère au cours de l'évolution. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est un petit peu aussi la robustesse de l'os lui-même, hein. On retrouve à l'intérieur de la mandibule une espèce de petit bourrelet osseux qui est un caractère aussi un petit peu soit primitif, soit vraiment rattaché peut-être à voilà, peut-être une musculaire, j'allais dire, ou en tout cas une variabilité qu'on va observer entre ces différents individus sur l'expression de ces caractères mandibulaires, il y a une question osseux. Pardon. Il y a une question qu'on peut se poser, effectivement, c'est est-ce que c'est génétique, donc ça a un intérêt pour la taxinomie, pour classer les espèces, ou est-ce que c'est fonctionnel, et c'est à force de mastiquer, avec ces grosses dents, que s'est formé ce bourrelet. Ça, c'est encore un travail qui est en cours. En tout cas, avec toutes nos mandibules, si on mettait les trois autres bien conservées au milieu, on a vraiment une variation d'une plus gracile et d'une plus robuste, avec des plus petites dents et des plus grosses dents, avec un bourrelet peu épais, avec un bourrelet très épais. Donc c'est 4-5 mandibules, ça dépend de la préservation, comment on les prend en compte. C'est vraiment des échantillons extrêmement précieux parmi tout l'archivage fossile qu'on peut connaître dans le monde, puisqu'il y a très peu de sites où on a autant de mandibules trouvées dans à peu près les mêmes niveaux. C'est la variation d'une même petite population, mais il nous faut préciser quand même que cette mandibule-là, elle n'est pas trouvée tout à fait dans la même unité archéostratigraphique que celle-ci. Alors peut-être aussi, là on doit envisager que ce sont des petits groupes qui sont différents parce qu'ils sont de toute façon séparés dans le temps. Il y a environ 10 000 ans de différence par exemple entre cette mandibule et le crâne qui est ici. Une dernière précision, on oublie les choses les plus simples, c'est qu'il n'y a pas d'éminence mentonnière. On ne retrouve pas le menton, ce qu'on appelle le menton familièrement, l'éminence mentonnière chez ces hommes-là. Mais il n'y a qu'Homo sapiens, généralement, qui a vraiment un menton bien marqué. Et puis comme Tony vous parlait de la position aussi taxinomique de ce fossile, c'est-à-dire sous quel nom d'espèce on peut les ranger, c'est vrai que des mandibules, il y en a quand même beaucoup parmi les fossiles d'homininés, donc on peut faire pas mal de comparaisons. Il y a des espèces qui ont été en fait définies sur les mandibules, souvent comme c'est le cas de Homo heidelbergensis sur la mandibule de Mauer. Cette mandibule de Mauer, elle montre une certaine robustesse aussi, et elle montre une branche montante qui est assez large et basse, ce qui est relativement différent des mandibules de l'arago ici, hein, dont les branches montantes n'ont pas tout à fait les mêmes proportions et qui se trouvent assez allongées finalement, avec ici un arc alvéolaire hein, qui est comme ça régulièrement convexe, et puis un corps mandibulaire qui n'est pas très très élevé non plus. Voilà, donc des différences importantes avec celui qu'on appelle Homo heidelbergensis, la mandibule type, donc qui nous questionne aussi sur voilà, quel petit nom d'espèce attribué à l'homme de Totavel. Juste pour vous rappeler, les numéros, ou pour vous informer, les numéros qu'on donne sont les numéros dans l'ordre des découvertes. Donc là, vous avez Arago 21, Arago 13, Arago 2. Donc depuis le début des fouilles, quasiment, à 10-15 ans près, on fouille depuis très longtemps, des très belles découvertes ont été faites et ont mis ces os fossiles en avant pour les études mondiales sur ces hommes anciens. Alors au-delà de ces restes, il n'y a pas que ces beaux, enfin il y a d'autres beaux restes, faut dire, qui parlent différemment, parce qu'en tout, on a 152 restes humains. Il n'y a pas que Arago 21 à 450 000 ans. Et les restes humains qu'on a sont datés d'environ 300 000 ans jusqu'à 550 000 ans. Il y a des mandibules, il y a des os du corps, je vais vous présenter tout de suite. Il y a beaucoup de dents, il y a des femmes, des enfants, des femmes, des hommes, pardon, des enfants et des adultes.
Donc on a une bonne image de ces populations anciennes. Donc ces différentes unités archéostratigraphiques, c'est-à-dire différents sols d'occupation dans la grotte qui ont livré différents restes humains. Et on vous montrera aussi tout à l'heure des dents de lait d'enfants perdus naturellement ou d'enfants qui sont décédés. Et ça, c'est souvent dans les niveaux d'occupation assez intenses, c'est-à-dire des occupations de longue durée, où sans doute il y avait donc des groupes familiaux qui occupaient la cavité. Alors, je vous présente plusieurs restes. Je vous mets un peu des éléments du post-crânien, parce qu'en dessous du crâne et de la mandibule. Donc sur la table, vous avez des os longs. Ici, je vais vous mettre un élément d'un bassin. Donc juste pour se repérer, vous avez deux humérus. J'ai mis ces deux-là parce que vous avez un adulte ici et un enfant. Ici, vous avez un pelvis qui se positionne, une partie de une iliaque qui se positionne ici. Un fémur. On a plusieurs fémurs d'ailleurs, et on a aussi deux éléments comme celui-ci. Et là, un morceau de tibia et de fibula, qu'on appelle aussi le péroné. Sur plusieurs restes, on pense qu'ils étaient généralement en dessous d'1,70 m. À partir de la cavité acétabulaire ici, et à partir du col du fémur, en l'absence de tête du fémur, on sait que certains hommes, devaient peser environ 80 kg. Autre type d'étude qu'on peut faire, c'est analyser leur mobilité. Alors, on dit toujours nomade, on se dit qu'ils devaient marcher beaucoup. C'est une chose de le dire ainsi. C'est une autre chose de le vérifier à partir de la structure des os. Les os s'adaptent à la fonction qu'on a, aux charges mécaniques supportées, et vont se modeler en fonction de ces charges. Alors, on peut parler après de type de mobilité et de niveau de mobilité. Ces études ont été menées déjà, par exemple, sur des sportifs, ou sur des échantillons bien documentés assez récents, et on peut faire quand même, on arrive à faire ce parallèle, tout en discutant, entre structure de l'os et mobilité, si on parle des jambes, bien entendu. Donc par exemple, à Tautavel, ces éléments-là sont très intéressants. Ce tibia, par sa section, qui est très étirée, alors le tibia est naturellement très étiré, mais l'étirement de celui trouvé à Tautavel est assez exceptionnel. On ne retrouve comme lui, par exemple, au paléolithique supérieur. Voilà. C'est un bon indice de mobilité. Si on rapporte la résistance de la fibula par rapport au tibia, on a aussi des indices qui nous montrent qu'il était très mobile. Et en plus des indices qui nous montrent probablement qu'il y a des mouvements importants d'éversion et d'inversion du pied, ce qui peut être un indicateur de déplacement sur des sols instables ou irréguliers, comme par exemple quand il monte à la grotte dans la cône de l'Arago. Et après, plus précisément, avec des scanners, on va étudier l'intérieur des os, on va voir des renforcements qu'on va essayer de lier, pareil, à une fonction particulière. Donc vous voyez, on peut parler à la fois d'âge à la mort, on peut parler de taxinomie, on peut parler de fonction, et avec des petits individus comme celui-ci ou avec des dents, on peut parler aussi de développement et de croissance. Alors juste rappeler des choses simples comme tu le faisais tout à l'heure. Ce fémur, vous pouvez l'observer, il est quand même extrêmement robuste. Il a cette tubérosité, la glutéale, qui est très très développée. Il a des proportions qui sont importantes. Il a une épaisseur de la corticale, très importante, de l'os qui est vraiment extrêmement développée. Donc on a des individus quand même assez robustes. Et après, peut-être aussi sur le bassin, le bassin est un os privilégié pour déterminer l'attribution sexuelle, c'est-à-dire le sexe des individus, tout simplement. Donc on a plusieurs critères, puisque le bassin des femmes et des hommes est un petit peu différent du fait de la parturition, du fait qu'elles mettent au monde des enfants. Alors sur les bassins de l'Arago, finalement, il y a une telle robustesse qui est exprimée qu'on a du mal quand même à savoir s'il s'agit de femmes robustes ou d'hommes un petit peu... On est entre deux critères finalement. Si on prend typiquement le critère appliqué aux Homo sapiens, on va dire qu'il y a une grande ouverture ici, les constructeurs ischiatiques, et on va dire que c'est plutôt féminin. Sauf que les individus anciens, les populations anciennes, avaient le bassin très large, hommes et femmes probablement, même s'il y en a très très peu de conservés. Et comme on prend le poids, on a 80 kg, comparé aux hommes anciens, 80 kg c'est un poids très élevé. Donc voilà, on peut balancer entre les deux. Ma proposition à moi, c'est que c'est plutôt un homme. D'autres propositions peuvent aller effectivement vers une femme aussi. Mais je pense que là, on saisit bien la robustesse de ces populations et le dimorphisme, la différence qu'on peut avoir au sein de ces populations. On revient un peu aux mandibules tout à l'heure, où la différence, elle peut aussi être attribuée à une attribution sexuelle, c'est-à-dire qu'on aurait des hommes un peu robustes et des femmes un peu plus graciles.
C'est très difficile à partir des mandibules de faire le sexe, hein. Mais quand on a plusieurs mandibules, elles sont variables, il y en a une plutôt très gracile, l'autre plutôt très robuste, c'est une proposition, c'est intéressant pour nous par rapport à la grotte. C'est assez convaincant de se dire qu'on a des hommes, des femmes, on a les enfants aussi, ça fonctionne plutôt assez bien. Alors en parlant des enfants, alors, on va vous montrer quelques on avait une preuve d'enfant là, oui, qui est mort dans la grotte, vous imaginez bien, vu que j'ai un morceau de son bras qui est ici. Mais il y a aussi des dents que vous pouvez voir si vous avez des enfants qui perdent leurs dents, ou les enfants eux-mêmes peuvent voir leurs propres dents. Donc on a plusieurs exemples. Donc d'abord, on va regarder la petite dent de lait. Je te la mets là, Amélie. Donc une première dent de lait, très belle. Ah oui, celle-ci en effet. Alors c'est petit. On appelle ça les molaires de lait, hein, en fait. Et en effet, voilà, celle-ci a sa racine complète ici. Elle est un peu usée, hein. Les dents de ces préhistoriques étaient de toute façon souvent assez usées. Mais on voit que chez les enfants, c'était aussi le cas, donc sans doute du fait d'une alimentation assez abrasive, hein, finalement. Celle-ci, alors vous ne voyez pas de loin, c'est très loin, c'est vrai, hein. Elle est un peu, mais presque pas usée, vous voyez, mais il y en a d'autres qui sont complètement usées. Donc lui, je pense qu'il a dû mourir quand même assez jeune, celui-là. Voilà. Donc pareil, ces dents-là, donc c'est une première molaire de lait, comme vous devez peut-être le savoir, il n'y a pas de prémolaire de lait, hein. Donc quand cette dent tombe, après il y a les prémolaires qui viennent à la place, et les molaires de lait qui sont plus loin en arrière de la dent. Donc une dent quand même bien préservée sera d'une aide précieuse pour nous, pour la taxinomie, c'est-à-dire pour savoir à quelle espèce appartient ces individus de la cône de l'Arago. Surtout que maintenant, un petit peu comme pour les autres ossements, hein, mais on étudie les caractères externes et puis on les passe au microtomographe de façon à avoir une très haute résolution pour voir l'intérieur de la dent, et là on est capable en fait de différencier les différents tissus dentaires et de travailler sur les caractères morphologiques internes. Alors celle-là est impressionnante. Alors là on a une magnifique dent. Esthétiquement, hein, elle est déjà très belle. Hein. Et après, l'anthropologue, il retrouvera aussi son compte. Alors, si on regarde, là, vous avez une dent de lait. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un enfant. Là, on a une dent définitive, mais elle appartient aussi à un enfant. Parce que si on regarde la racine, elle est en croissance, ici. Elle est juste commencée. Donc, c'est une molaire inférieure que l'enfant avait à l'intérieur de sa mandibule, qui n'est pas encore sortie. Donc, il est certain qu'autour de cette mandibule, autour de cette dent, pardon, il y avait une petite mandibule d'enfant qu'on n'a pas retrouvée dans la grotte, qui a pu partir disparaître en se détériorant dans la grotte. Oui. Et dont, en effet, les dimensions, hein, sont très proches de ce qu'on a ici sur cette mandibule, le Arago 13, qui est une mandibule assez robuste avec des dents de belles dimensions. Donc on voit que chez cet enfant, chez ce jeune enfant, on a déjà une deuxième molaire qui est volumineuse et avec des caractéristiques aussi un petit peu primitives. Oui, elle a de très nombreuses crêtes dessus. Elle aurait bien aimé savoir à quoi ressemblait la mandibule qui était autour par rapport à celle de l'adulte. Et nous avions une dernière, qui était, alors celle-ci, une vraie petite dent, tu veux regarder Amélie, qui est très usée, qui est une autre molaire de lait, hein, qui est vraiment abrasée. Donc lui, là, on voit que pour un enfant, c'est vraiment, ça a fonctionné énormément, très abrasif. Mais là, vous allez reconnaître, pour ceux qui ont des enfants, pour les enfants qui nous regardent, vous allez reconnaître en fait que les racines sont complètement résorbées, qu'il y a même cette petite pointe-là, qui est la dernière à céder, et en fait, finalement, donc, cette dent est une dent perdue du vivant de l'enfant, donc c'est une dent de lait perdue naturellement, que la petite souris n'a pas ramassée, et heureusement pour nous, puisque maintenant on peut l'étudier. Et en effet, le degré d'usure est quand même assez important. Voilà. Donc vous voyez, on peut avoir la même hauteur de racine, mais d'une part, la racine est en croissance, commence juste à croître, alors là, c'est totalement résorbé. Donc on doit observer de près ces racines, leur morphologie, pour pouvoir faire parler ces restes humains. Voilà, et puisque ce sont les 50 ans de la découverte de cette face Arago 21, peut-être rappeler que justement en 1971, les fossiles de l'Arago étaient encore plus précieux parce qu'ils étaient assez seuls, puisqu'on avait très peu d'éléments de comparaison, très peu de sites qui soient aussi anciens, de sites aussi anciens qui livrent des restes humains.
que depuis, notamment nos collègues espagnols dans les sites d'Atapuerca, ont un petit peu rempli cette lacune en ayant des fossiles à partir de 1,2 million d'années, des fossiles à 800 000 ans, et puis des fossiles à 400 000 ans, ou quelque chose comme ça. Donc avec lesquels on peut faire des comparaisons. Les fossiles de la Cima de los Huesos à Atapuerca, en fait, sont plus ou moins contemporains de ces niveaux de l'Arago et de ces fossiles que vous avez sous les yeux. Et on note de très belles différences, des différences évidentes dans le développement, justement, à la fois, par exemple, de l'os frontal, de ce torus suborbitaire, qui ne va pas être le même à la Cima de los Huesos, qui est déjà beaucoup plus engagé dans ce qu'on appelle la lignée néandertalienne, c'est-à-dire la mise en place des caractéristiques néandertaliennes au cours du temps en Europe. Ils ont beaucoup de caractères néandertals qu'on ne va pas retrouver à Tautavel. Et même quand on regarde sur les fémurs, on peut retrouver ces caractéristiques qui les différencient. Donc on a vraiment une population à part qui donne une très bonne image de ce type d'individu au Pléistocène moyen, si vous voulez, qui est entre, on va dire, grossièrement 150 000 ans, si vous voulez, et 780 000 ans, pour vous donner une petite idée. Voilà, avec une vision un peu plus buissonnante finalement maintenant. Même en Europe, oui. Voilà, même en Europe où on commence à avoir différentes populations un peu synchrones qui sont morphologiquement différentes. Donc on voit que l'évolution est un petit peu plus complexe peut-être que ce qu'on pensait il y a 50 ans avec un petit peu moins de fossiles découverts de par le monde. En 21, qu'on n'avait que 21 restes, déjà la collection Tautavel était très importante. On est arrivé à 152, donc l'importance n'a pas ralenti, je veux dire, elle est toujours près. Enfin, tout le monde sait, en tant que paléanthropologue dans le monde, l'importance qu'a la collection de Tautavel. Et aujourd'hui, nous fouillons, nous allons reprendre les fouilles prochainement, je l'espère, sur des niveaux qui sont environ à 550 000 ans. Et à 550 000 ans, on a trouvé plusieurs dents, petites dents, dans différents niveaux qui sont autour de cette date. Et on approche, en fin de compte, de l'origine de l'espèce Homo heidelbergensis, qui pourrait être l'espèce à laquelle appartient ce crâne. Voilà. Et si on fouillait jusqu'au fond de la grotte, jusqu'au fond du sédiment, on arriverait à 690 000 ans. Et on sait qu'il y a des restes humains, on ne sait pas, mais il y a la présence humaine, car dans le carottage, des os d'animaux, de la matière lithique taillée par l'homme a été remontée. Donc on a encore une histoire à faire très importante jusqu'au fond de la grotte. Donc comme je vous l'ai dit, on est à environ 450 000 ans. Vous voyez, où on fouille en ce moment, il y a des restes humains, c'est 100 000 ans plus anciens. Voilà. Et les plus récents sont autour de 300, 350 000 ans. Donc on a une très longue histoire de la présence de ces hommes, de la morphologie de ces hommes, avec une évolution du climat, voilà, et des différents comportements qu'on peut avoir par rapport à la chasse ou aux outils des hommes. Et ce qu'on ne vous a pas dit non plus, on ne dit pas tout. C'est que cette face, on lui a retrouvé son os pariétal. Ah oui, on a carrément oublié. Donc on a retrouvé l'os de la voûte crânienne. Grave erreur. Voilà, quelques années après, donc d'où l'utilité en effet de poursuivre les fouilles, parce que justement on a de belles surprises comme celle-là. Alors cet os pariétal, du coup, grâce, donc le voici, ici. Un os pariétal droit, donc si je devais le positionner chez moi, voilà, ça donnerait quelque chose comme ça, voilà. C'est un os encore une fois un petit peu épais, on sent un petit peu robuste. Par exemple ici c'est la ligne d'insertion des muscles temporaux. Donc ceux que nous on sent au niveau de la tempe, là ils sont positionnés plus bas et puis ils ont vraiment une zone d'insertion assez large, épaisse, qui montre que les muscles devaient être assez puissants également. Et grâce à ces petites indentations là, qui sont en fait les sutures osseuses qui permettent la connexion des différents os qui forment le crâne, eh bien on a pu repositionner en fait et prouver que finalement il s'agit bien du même individu entre la face Arago 21 et le pariétal Arago 47. Oui, ce qui a permis de mesurer la capacité crânienne, qui est environ de 1100-1150 cm3. Alors même si ça rentre dans la variation humaine, qui est très large, nous le minimum ça doit même aller jusqu'à 900-1000 cm3, jusqu'à 2000, c'est bien en deçà de la moyenne des hommes que nous sommes, qui est 1400 environ, et la plupart des gens sont entre 1250 et 1550 à peu près. Il y a la taille, mais aussi la morphologie qui est différente. Puisqu'Amélie vous avez dit que le front n'est pas du tout identique au nôtre. Oui, et là la morphologie aussi, il est un petit peu plus aplati, et puis vous voyez cette petite bosse pariétale, que nous on a un petit peu plus sur le haut du crâne, elle est en position plus basse, et puis un petit caractère aussi, alors peut-être lié à l'aspect musculaire des lignes temporales justement, c'est ce petit renflement au bout des lignes temporales ici, qu'on appelle le torus angularis, et qu'on retrouve fréquemment, plus fréquemment en tout cas chez les Homo erectus asiatiques, donc ce qui
qui à nouveau nous fait un caractère un petit peu primitif pour ces hommes de Tautavel, en combinaison avec d'autres caractères un petit peu plus dérivés qu'on retrouvera chez les Néandertaliens plus tard. Alors voilà donc les fossiles découverts à la cône de l'Arago à Tautavel, essentiellement là dans les niveaux G qui sont à G et F d'ailleurs, des unités archéostratigraphiques qui sont autour de 450 000 ans. Donc la face ici, Arago 21, qui est un type de fossile assez rare, hein, puisque les faces sont assez fragiles, elles ne se conservent pas toujours. Avec ici la possibilité de voir sa morphologie. Ce face-à-face nous permet de nous rendre compte des différences entre ces hommes de Tautavel et nous, notamment au niveau de l'os frontal. Hein. Chez nous, on a un os qui est très vertical, alors qu'ici, il est assez aplati. Et puis, il y a ce bourrelet, là, qu'on appelle le torus supraorbitaire au-dessus des orbites, qui est donc la fusion des différents éléments constituant le bord supérieur de l'orbite et qui est assez épais, qui est vraiment une caractéristique. Alors, chez les hominidés un petit peu anciens, un peu primitifs, hein, c'est très courant, donc notamment chez les Homo erectus. Et puis on a cette face là qui, surtout donc sur la zone la mieux préservée ici, hein, on voit bien qu'il y a un petit gonflement en fait dans la partie moyenne et puis la partie inférieure, donc on a une face qui est un petit peu projetée vers l'avant. Ça c'est une caractéristique qu'on verra se développer beaucoup par la suite, notamment chez les Néandertaliens, qui ont une face eux extrêmement en extension. Avec cette face, quelques années plus tard, on a découvert cet os qui est un os du crâne, qui est l'os pariétal droit, qui donc constitue la partie moyenne là, de la boîte crânienne, qui est aussi un os un petit peu épais, qui a ici cette bosse pariétale un petit peu en position basse, les lignes temporales qui sont les insertions pour les muscles masticateurs, donc assez larges, assez épaisses, parce que ces muscles sont très puissants et qui se terminent par un petit renflement aussi qu'on appelle le torus angularis et qui est un caractère qu'on observe aussi très fréquemment chez les Homo erectus. Et puis les mandibules, on en a plusieurs à l'Arago. On vous en présente deux pour vous montrer justement les différences un petit peu d'expression des caractères. Cette mandibule Arago 13 qui est assez robuste, hein, parce qu'elle a ce petit bourrelet osseux à l'intérieur, face interne de la mâchoire, là, qui est assez développé et qui donc lui donne un caractère un petit peu primitif, à moins que ça soit lié peut-être aussi à une activité musculaire, une activité de la langue. En tout cas, c'est confirmé aussi par le fait que les dents sont de belles dimensions, hein, bien sûr beaucoup plus volumineuses que les Homo sapiens, donc ça donne ce caractère un petit peu robuste, alors que celle-ci, la mandibule Arago 2, elle est un petit peu plus gracile entre guillemets. Ces différences, on les interprète en termes de différences sexuelles, peut-être on a un homme, une femme, ou peut-être des petits groupes un petit peu différents et plus ou moins robustes, puisqu'en fait ici on est dans l'unité archéostratigraphique F, alors que là on va être dans le niveau G et que du coup on a quelques milliers d'années d'écart très probablement. Mais sinon il y a sans doute une variation et c'est vrai que les fossiles de la cône de l'Arago permettent vraiment d'apprécier cette variation intragroupe, cette variation morphologique au sein d'une seule et même population. Ce qu'on peut dire aussi, on vous l'a montré aussi, on vous a dit qu'il y avait des individus de différents âges, il y avait des enfants aussi, et des adultes bien entendu, et on peut s'interroger sur l'âge à la mort des adultes. Alors quand on regarde la mandibule ici, vous voyez qu'on a la première dent de sagesse qui sort vers 5 ans à peu près, la deuxième environ, la première molaire, excusez-moi, définitive qui sort environ à 5 ans, la deuxième molaire à 10-12 ans, chez nous, hein, chez l'Homo sapiens actuel, et la troisième molaire qu'on appelle parfois la dent de sagesse qui sort à l'âge adulte. Donc c'est le même système, on sait qu'il est adulte. Je ne peux pas vous dire si c'était adulte à 18 ans, mais on sait qu'il est adulte, et comme elle est quasiment pas usée, c'était un jeune adulte. Contrairement à cette mandibule, qui présente ici une première molaire, une deuxième molaire, très usée, la troisième on la retrouve là, très usée, donc probablement qu'il a plus de 40, 45, plus de 50 ans, pourquoi pas. Et si on regarde le crâne, Arago 21, si je le retourne, nous avons ici la première molaire, la deuxième molaire qu'on trouve ici et ici, et la troisième molaire définitive, cette fameuse dent de sagesse, qui est à peine usée. Donc là aussi, on a un individu qui est mort juste à l'âge adulte.
Voilà. Et d'ailleurs, on a une autre mandibule qui est exactement le même système, où il y a juste la troisième molaire qui est sortie, qui est à peine usée, voire pas usée du tout. Et donc ensuite, on a des dents isolées, hein, c'est la majorité en fait des fossiles de cette série, et beaucoup d'entre elles sont des dents d'enfants, justement. Alors des dents qu'on appelle vraiment déciduales, c'est-à-dire des dents de lait, voilà. Ces deux dents sont des dents de lait. L'une porte encore ses racines complètes, donc voilà, devait provenir d'un enfant décédé, hein, était encore en tout cas bien incluse dans la mandibule. Elle n'est pas tombée naturellement, sinon la racine aurait été résorbée. Voilà, à l'inverse, on a justement celle-ci, qui est cette dent de lait tombée naturellement, puisque les racines sont résorbées, qu'on voit assez nettement, en fait, le dernier petit point d'attache, et que donc cet enfant a perdu sa dent de lait lorsqu'il occupait la cavité, très probablement avec ses parents, enfin dans un groupe familial. Donc un enfant vivant qui était présent dans la cavité a perdu sa dent de lait. Elle est très usée d'ailleurs, et celle-ci n'était quasiment pas usée. Et là, on a une autre dent qui témoigne de la présence d'enfants. C'est une dent définitive, qui n'est absolument pas usée. La racine est en cours de formation, en tout début. Donc c'est une molaire inférieure. Donc c'est une dent qui était à l'intérieur d'une mandibule d'un enfant. Donc cet enfant, très probablement, est mort aux abords ou dans la grotte. Il devait ou doit y avoir sa mandibule dans la grotte, elle a pu se détruire, ou alors on n'a tout simplement pas encore découverte. Qu'une dent très très grosse qui rappelle celle d'Arago 13, la mandibule dont vous parlez Amélie, qui est plutôt très robuste. Voilà, et d'autres éléments, alors plutôt du squelette post-crânien, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous du crâne. Donc là, j'ai mis deux éléments juste pour témoigner de la présence d'adolescents ou adultes et d'enfants avec un humérus. C'est l'os que vous avez dans la partie haute de votre bras. Ici, vous avez un élément du bassin, avec la cavité dans laquelle se loge ou s'articule la tête du fémur. Ici, un haut de fémur avec sa diaphyse, son col, et il manque la tête. Et en dessous, ce qui fait partie de la jambe, qui est le tibia et la fibula, qu'on appelle aussi familièrement le péroné. Grâce à ces éléments, on a pu, et d'autres éléments que nous avons, mais du même type, à la cône de l'Arago, on a pu estimer que ces hommes, généralement hommes et femmes, bien entendu, étaient en dessous d'1,70 m, et que certains, grâce au col et grâce à la cavité, pouvaient faire 80 kg, qui est une masse très élevée, si on applique les mêmes méthodes aux périodes anciennes, même je dirais depuis 15 000 ans jusqu'à 2 millions d'années. C'est vraiment des masses très importantes. Si on regarde les os de la jambe, donc autour vous avez le mollet notamment, en regardant la forme de ce tibia, qui est une forme classique de tibia que je dirais exagérée, car il est vraiment très étiré, il a non seulement une crête à l'avant mais aussi une crête à l'arrière, qu'on trouve parfois pour les périodes d'Homo sapiens anciens, constitue au paléolithique supérieur, et qui a un fort témoignage quand on fait l'analyse biomécanique, grâce aussi aux des sections qu'on fait avec des scanners, des micro-CT scans, un fort témoignage d'une activité importante, donc de mobilité chez cet individu. On peut aussi regarder la fibula ici, qui est un os qui réagit un petit peu différemment car il ne supporte pas le poids comme le fait le tibia, et lui aussi, par des renforts d'os cortical, la partie épaisse de l'os, par une modification de sa forme par rapport à des hommes actuels, très récents, des périodes industrialisées, on a aussi un témoignage qui va vers une très haute mobilité, voire vers un déplacement sur des terrains escarpés. Et plus simplement aussi, sur ce fémur, je trouve que c'est assez évident, c'est l'épaisseur de la corticale de l'os, qui est très importante par rapport peut-être à l'épaisseur moyenne chez des populations actuelles ou même plus anciennes peut-être. Alors cette épaisseur, ce n'est pas forcément fonctionnel, c'est très compliqué. On prend d'autres indicateurs pour parler de fonction, on prend des indices de forme et de robustesse biomécanique. Ça peut être dû à un type de développement, ça peut être dû à l'influence hormonale, ça peut être dû à ce qui se passe aussi au niveau de l'os à l'adolescence. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer, mais il est certain qu'à Tautavel, l'aire corticale prend beaucoup de place sur la section qui est ici, à la défaveur de la cavité médulaire qui en valeur absolue est très petite. C'est la cavité dans laquelle on peut retrouver la moelle. Et après on peut aussi regarder, analyser les différentes formes qu'il y a sur un os, avec les sites d'insertion musculaire, avec ce renflement latéral que vous avez ici, et ici, ça accueille les muscles fessiers. Par exemple, aujourd'hui, on pense que ce gros renflement
n'est pas à mettre directement en relation avec la locomotion, mais aussi fortement dépendant de la largeur du bassin. Le peu de bassins qu'on connaît dans les périodes anciennes, comme à l'Arago, on pense qu'ils étaient assez larges. Ça déporte le poids plus latéralement et ça permet d'avoir des renforcements importants sur le côté des eaux. Eh bien, à bientôt à Tautavel. Vous pouvez toujours visiter le musée où l'ensemble de ces restes est présenté sous forme de moulage, mais ça vous donne une très bonne idée déjà des fossiles qui ont été découverts, restes humains, restes animaux, industrie lithique, etc. Mais aujourd'hui, vous aviez la primeur de faire connaissance avec les originaux.